travaille dans l'équipe Asclepios à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, sur du coup l'analyse d'images et ce qu'on peut en tirer, en tout cas l'image des patients. Donc il le racontera beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. En tout cas, il a commencé après le bac, un choix difficile entre la médecine, si j'ai bien compris, et les écoles d'ingénieurs, à travailler sur l'informatique et le traitement des informations, principalement visuelles, lors de sa thèse. Et après, du coup, il s'est installé assez rapidement à l'INRIA. Il a fait beaucoup de publications, plus de 400, 12 brevets, donc j'espère qu'il rapporte de l'argent, cela. Il est intervenu dans beaucoup de facultés, au MIT, Harvard, récemment au Collège de France à la chaire d'informatique pendant 1 an. Toutes les vidéos sont en ligne si ça vous intéresse d'aller jeter un œil après. Et à part ça, merci d'être venu. Ah si, récemment élu à l'Académie des sciences. Donc voilà, c'est tout frais, tout récent. Merci beaucoup et je vous laisse la parole pour 45 minutes de présentation. Merci. Merci infiniment. Donc c'est vraiment un très très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour moi qui avais beaucoup hésité entre les sciences de l'ingénieur et puis la médecine, voir qu'il y a autant de personnes qui affrontent le double cursus avec courage et héroïsme, c'est remarquable. Donc bravo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc du domaine de l'imagerie médicale computationnelle. C'est des mots un peu compliqués, enfin surtout computationnels, pour parler en fait du mariage de l'informatique et de la médecine autour des images médicales pour faciliter en fait leur interprétation. Alors ces images médicales, vous les connaissez bien sûr, notamment les 4 grandes modalités d'imagerie que sont le scanner, l'IRM, l'imagerie de médecine nucléaire, l'imagerie ultrasonore. Et vous savez que ces images, elles fournissent des informations volumiques sur à la fois l'anatomie et la physiologie, c'est-à-dire la structure et la fonction des organes et des tissus du corps humain. Alors ces informations, elles sont regroupées dans d'immenses tableaux de nombres qui codent les mesures qui sont faites à l'intérieur d'un petit élément de volume qu'on appelle le voxel. Le voxel, c'est volume element, et c'est l'équivalent du pixel dans une image en 2 dimensions. Alors, ces images, elles peuvent être assez volumiques, et elles peuvent contenir plusieurs centaines de millions de voxels, multiplié par le nombre d'images qu'on peut prendre sur un même patient, des patients qui sont parfois suivis au cours du temps, et puis des images qui sont parfois aussi accessibles à travers des bases de données qu'on peut récupérer sur la toile et qui vont décrire par exemple des milliers ou des dizaines de milliers de patients ou de contrôles qui sont atteints par exemple de la maladie d'Alzheimer. En plus de ces images que vous connaissez très bien, eh bien, il y a d'autres formes d'images. Bon, dans le domaine de l'IRM, il y a déjà un nombre de séquences possibles très importants, de séquences de diffusion, de spectroscopie, de perfusion, qui permettent d'acquérir des informations complémentaires. Il y a également le domaine de l'élastographie, où on produit des images dans lesquelles on mesure les propriétés, par exemple, biomécaniques des tissus. Ça peut se faire en IRM, en ultrasons. Il y a également des modalités d'imagerie à des échelles microscopiques. Je montrerai tout à l'heure l'endomicroscopie confocale, mais il y a également, par exemple, la tomographie par cohérence optique. On appelle ça OCT en anglais. Et puis, il y a également des images d'autres natures, des images, par exemple, de champs électriques ou de champs magnétiques qui peuvent être produits par les muscles, par le cœur ou par le cerveau lorsqu'on fait de la neurophysiologie. Alors là, en bas à droite, il y a par exemple un produit qui est vendu, une veste qu'on porte et qui mesure un certain nombre de paramètres et qui peuvent être transmis en permanence sur un téléphone et donc des données supplémentaires à interpréter.
Donc face à ce qu'on peut appeler une surabondance ou un déluge de données, eh bien heureusement l'informatique et les sciences numériques, c'est ce que je vais essayer de montrer, sont là pour aider à extraire l'information la plus pertinente et la plus pertinente d'un point de vue clinique, et puis également est là pour aider à traiter cette information. Donc non seulement l'extraire, mais également mieux l'exploiter. Et la manière de bien l'exploiter, c'est le cadre unifié qu'on a appelé le cadre du patient numérique et que je vais vous résumer en une diapositive. Et donc j'insiste, la diapositive qui vient, c'est la diapositive la plus importante, c'est celle qui résume l'ensemble en fait de cette présentation. Alors qu'est-ce qu'on a au centre du patient numérique? On a ce qu'on appelle des organes numériques ou des organes computationnels. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des algorithmes et des données numériques qui permettent de simuler la forme et la fonction d'un organe. Alors on dit que ces organes numériques, ils sont simulés in silico, c'est-à-dire sur l'ordinateur. Et bien sûr, ces algorithmes, en fait, ils permettent de reproduire l'anatomie et la physiologie en s'appuyant sur un certain nombre de modèles. Et ces modèles, ils viennent d'où? Ils viennent des mathématiques, notamment la géométrie, les statistiques sont mises à contribution. Ils viennent également de la biologie, ils viennent de la physique, de la chimie, et ils opèrent à différentes échelles. Ça peut être depuis des échelles moléculaires jusqu'aux échelles cellulaires, et des échelles cellulaires jusqu'aux échelles des tissus et des organes, voire du corps entier. Alors, face à ces modèles, on a des données sur le patient, donc des données in vivo, normalement, si tout se passe bien, qui sont acquises avec des systèmes d'imagerie, éventuellement avec d'autres capteurs. Et la confrontation des modèles avec les données, ça permet de personnaliser les algorithmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des paramètres génériques, moyens, si vous voulez, qui correspondent à une population, on va ajuster les paramètres pour reproduire exactement ce qu'on observe dans les images. Alors les modèles deviennent ainsi personnalisés. Lorsqu'ils sont personnalisés, eh bien, on peut exploiter leurs paramètres pour quantifier ce qu'on voit dans les images. Là, on a une image de cœur, on va personnaliser la fraction d'éjection, par exemple. On va personnaliser la courbe volume en fonction du temps. Et donc, ça permet de mieux interpréter les images. C'est un outil d'aide au diagnostic. Mais on peut faire davantage, puisque une fois qu'on a un modèle personnalisé d'un organe, eh bien, on peut simuler une évolution. Et donc ça, c'est un outil d'aide au pronostic. Et puis, on peut simuler la planification. On peut planifier une intervention, la simuler, voire la contrôler par ordinateur. Et là, ce sont des outils d'aide à la thérapie. Et vous voyez, ce qui est marqué en vert, en fait, c'est les trois piliers de ce qu'on peut appeler la médecine informatique ou la médecine computationnelle, c'est-à-dire des outils informatiques d'aide au diagnostic, au pronostic et à la thérapie. Alors, je sais que vous venez d'un peu partout en France, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Strasbourg. Voilà, alors Strasbourg est à l'honneur sur cette diapositive puisque vous avez peut-être entendu parler du professeur Jacques Marescot qui dirige l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg qui est dédié à la chirurgie guidée par l'image, chirurgie mini-invasive guidée par l'image et par la robotique. Et donc la vision qu'il y a dans cet IHU, c'est celle de la salle d'intervention du futur dans laquelle les images préopératoires, elles sont utilisées pour faire justement ces modèles numériques du patient qui permettent de planifier et simuler des interventions avec par exemple des outils de réalité virtuelle, ici sur un foie numérique, et puis également des outils de thérapie robotisée qui avec l'imagerie péropératoire, c'est-à-dire pendant l'intervention,
et avec la réalité augmentée, permettent de rendre le patient, on dit virtuellement transparent, en superposant des images préopératoires directement sur le champ opératoire, et donc de guider ici l'insertion de trocars pour insérer les bras du robot. Et puis ensuite, même pendant la manipulation du robot de chirurgie mini-invasive, la superposition, vous voyez, d'informations préopératoires, donc soit la tumeur, soit le système vasculaire, qui permettent de bien guider les gestes du chirurgien. Alors, ici, maintenant, on est à Paris. Je pense qu'il y en a qui viennent de Paris aussi. Donc, oui, très bien. Donc, l'IHU de la Pitié-Salpêtrière. Donc, je crois que Mattiotti était récemment à l'ICM, par exemple, hein, donc l'Institut du cerveau et de la moelle. Et là, ce sont des outils, un atlas numérique des noyaux gris centraux du cerveau qui sont projetés directement dans l'image IRM du patient pour guider l'insertion d'électrodes qui vont permettre l'électrostimulation de ces noyaux subthalamiques, par exemple, pour des patients parkinsoniens. Alors, je pense qu'il y a des gens de Bordeaux aussi. Oui, notamment le président qui s'en va. Voilà. Alors, pour la cardiologie interventionnelle, donc là, c'est l'IHU dirigé par Michel Eysaguer. Eh bien, l'imagerie médicale computationnelle, le modèle du patient numérique est utilisé pour fusionner des informations à la fois de nature électrique, hein, l'électrophysiologie du cœur. C'est la veste un peu futuriste là, que vous voyez en haut de la diapo, qui va mesurer des signaux électriques, et puis des informations qui viennent de l'IRM, qui viennent du C-arm qui est à droite. Et toutes ces informations sont fusionnées pour construire un modèle numérique du cœur, j'y reviendrai tout à l'heure, sur lequel on peut faire à la fois du diagnostic et de la planification de thérapie. Alors, dernier exemple de l'introduction. Ici, un ancien étudiant de l'équipe qui a monté une entreprise, une start-up qui s'appelle Insimo et qui développe un simulateur de chirurgie de la cataracte qui va être déployé dans des pays comme l'Inde, par exemple, où on manque beaucoup de chirurgiens spécialistes de cette chirurgie, et où il faut former un grand nombre de personnes parce que beaucoup d'enfants, notamment, sont atteints de cette maladie. Et on peut, avec cet outil, s'entraîner sur un modèle numérique de l'œil. Et l'appareil fournit non seulement un retour visuel de l'interaction avec l'œil virtuel, mais également un retour d'effort. Donc on a vraiment l'impression de faire l'intervention, et donc on peut s'entraîner avec cet outil. Voilà, alors pour conclure donc l'introduction sur le patient numérique personnalisé, sur la médecine computationnelle, je voudrais insister sur ce triangle vertueux. Ce triangle vertueux, donc comme tous les triangles, il a 3 sommets. Et le premier sommet, c'est une recherche académique pluridisciplinaire. Hein, on en parlait notamment avec Mathieu tout à l'heure, l'importance de lier ensemble l'informatique, par exemple, avec d'autres sciences. Et notamment, j'ai cité mathématiques, biologie, physique, chimie, et puis des sciences médicales, hein, notamment l'anatomie et la physiologie. Et c'est vraiment important de ne pas avoir peur, notamment pour vous qui êtes dans des doubles cursus, à franchir les frontières entre les disciplines. Parce que, évidemment, quand on va dans une autre discipline, on n'est pas un expert, donc c'est très intimidant, très impressionnant. Mais en même temps, on apprend énormément de choses, donc déjà c'est très gratifiant. Et puis on amène aux gens de l'autre discipline les connaissances qu'on a de son domaine, et on est considéré comme un expert, même si parfois on ne l'est pas. Et donc généralement c'est extrêmement enrichissant, et puis il y a beaucoup d'innovations qui viennent à l'interface en fait entre les disciplines. Hein. Donc voilà, c'est un premier message important. Et puis, dans ce triangle vertueux, il y a, dans notre domaine, la nécessité, bien sûr, de travailler avec des partenaires cliniques pour définir les bons sujets de recherche
et valider aussi les solutions proposées. Et puis très souvent des partenaires industriels en fait. La recherche industrielle est généralement extrêmement intéressante. Et dans notre domaine, ce sont des partenaires incontournables lorsqu'on veut faire passer un prototype de labo, le résultat d'une thèse, par exemple le logiciel qui est le résultat d'une thèse, on ne va pas directement l'exploiter bien sûr sur un patient. Et donc il faut qu'un industriel soit intéressé pour le transformer en un produit certifié, validé et utilisé. Alors, dans le temps qui reste, là, un peu moins 25 minutes, je voudrais illustrer avec 4 exemples ce domaine donc, qui est en plein essor. Et les 4 exemples que j'ai choisis, ils sont marqués le long de cette flèche et ils vont vous montrer des exemples d'algorithmes en fait, qui s'appuient sur des modèles d'abord pour décrire ce qu'on appelle l'anatomie computationnelle et ensuite la physiologie computationnelle. Donc ça va devenir, il va y avoir de plus en plus de modèles en fait le long de cette flèche. Alors on va commencer par un premier exemple dans le domaine de la neuroimagerie. Et c'est le domaine, c'est pour la maladie d'Alzheimer. Donc vous savez bien sûr que c'est un enjeu de santé publique avec une prévalence qui augmente exponentiellement avec l'âge. Et l'intérêt de l'imagerie ici, il est double. C'est d'une part de détecter une évolution anormale, une atrophie anormale du cerveau, le plus précocement possible pour pouvoir tester des médicaments et lorsqu'on teste des médicaments, de mesurer objectivement l'effet sur l'atrophie du cerveau. Alors, pour cela, on fait ce qu'on appelle des analyses longitudinales. Alors voilà par exemple 2 images, 2 coupes en fait, extraits d'une image IRM d'une patiente à 69 ans. Et puis 2 coupes prises dans un volume acquis à 73 ans, donc 4 ans plus tard. Et alors vous pouvez observer que, par exemple, les ventricules cérébraux sont plus larges et c'est lié au fait que le parenchyme cérébral s'est atrophié. Mais comment mesurer ça de manière efficace, de manière objective ? Eh bien, en retrouvant, par exemple, une évolution plausible de la forme du cerveau entre ces 2 instants. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, c'est une vidéo qui boucle, et on perçoit à peine l'évolution du cerveau. On s'en rend compte seulement lorsque le film repart à 0. Et donc, cette évolution plausible a été calculée par un algorithme qui a mesuré une transformation très très régulière dans l'espace et dans le temps qui permet de passer de la première image volumique à la deuxième image volumique. Alors cette transformation, qu'on pourrait appeler un morphing, c'est en fait ce qu'on appelle en mathématiques un diphéomorphisme. Donc c'est une transformation qui est infiniment dérivable ici dans l'espace et dans le temps, et qui minimise une énergie. Donc on pose le problème en mathématiques ici comme un problème d'optimisation. On cherche la meilleure transformation parmi les diphéomorphismes qui permet de passer de la première image à la deuxième image en optimisant 2 critères qui sont un peu contradictoires. Le premier critère que vous voyez dans le premier cadre rouge, c'est une distance entre l'image, la première image transformée, qui s'appelle phi de I1, et puis l'image cible, qui s'appelle I2. On voudrait que les 2 images, l'image transformée et l'image cible, soient le plus similaires possible. Alors on va comparer leurs intensités et faire par exemple la somme des intensités au carré, la différence des intensités au carré. Le deuxième critère, c'est un critère de régularité sur la transformation. On ne veut pas seulement que l'image transformée ressemble parfaitement à l'image cible, mais on veut que le chemin par lequel on y va soit le plus régulier possible. Et ces 2 critères sont antinomiques, et donc il faut pondérer l'un par rapport à l'autre. Et c'est le compromis, le meilleur compromis entre les 2 qui fournit le résultat qu'on voit ici.
Alors une autre chose importante, c'est de bien paramétrer ces transformations qui ont un nombre infini de degrés de liberté. Alors on peut les paramétrer par des champs de vitesse. C'est les champs de vitesse qu'il y a le long des trajectoires que suivent chacun des points du cerveau. Et cette paramétrisation avec des champs de vitesse, elle a beaucoup d'avantages parce qu'elle permet, par exemple, ensuite, avec des opérateurs mathématiques, différentiels ou intégraux, de mesurer en chaque point du parenchyme cérébral l'atrophie apparente avec une très grande précision. On peut mesurer l'atrophie dans l'hippocampe, par exemple, dans le cortex entorhinal, etc. Alors ça, c'est avec un algorithme qui s'appelle l'algorithme des démons, et qui s'appelle comme ça parce qu'il y a des liens avec les démons de Maxwell quelque part. Alors, ces champs de vitesse, on peut aussi en faire la moyenne, par exemple, sur une population pour calculer un modèle moyen d'atrophie. Alors là, on a pris dans une base de données américaine 70 patients qui étaient observés pendant 1 an. On a fait la moyenne de ces difféomorphismes sur une période d'1 an. Et puis, on a extrapolé dans le passé et dans le futur, moins 5 ans et plus 5 ans. Et du coup, on voit une évolution, alors maintenant, qui est très, très visible sur une période de 10 ans, et qui est une évolution plausible en fait pour ce qu'on observe par rapport à ce qu'on observe dans la réalité. Alors on peut exploiter cette information pour faire des mesures également. Alors là, ça a disparu, dommage, mais on peut détecter par exemple les changements significatifs de l'atrophie entre 2 groupes de participants. Et donc, ça, c'est très intéressant si on veut étudier l'efficacité d'un médicament. On va pouvoir mesurer de façon objective est-ce qu'on a une évolution différente dans le groupe qui prend le médicament ou dans le groupe des contrôles. Voilà, donc ça, ce premier exemple, ça vous montre comment on peut mélanger avec des algorithmes qui s'appuient sur de la géométrie différentielle, sur des statistiques, comment on peut extraire des informations des images et des informations qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Et ce que j'aime bien dire justement à la fin de cet exemple, c'est que ici l'imagerie médicale computationnelle, elle joue un peu le rôle d'un microscope informatique, puisqu'elle permet de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors dans le deuxième exemple, on va carrément insérer un microscope dans le corps humain. Et ça fait penser à ce film que vous avez peut-être jamais vu, parce qu'il est un peu ancien. Il date de 1966. Raquel Welch, qui est l'actrice au milieu, était très jeune. Et ce film, c'est Le Voyage fantastique. Il y a eu un livre ensuite écrit par Isaac Asimov. Et c'est un film assez extraordinaire où un équipage scientifique de médecins, en double cursus probablement, est miniaturisé avec un véhicule spatial, et il est injecté dans le système vasculaire du patient pour aller rejoindre un caillot dans le cerveau. Donc il faut trouver le caillot, le détruire, et faire tout ça en moins d'1 heure parce qu'il faut sortir avant de revenir à la taille normale. Donc j'avais pris cette métaphore pendant la leçon inaugurale au Collège de France parce qu'il faut absolument faire en 1 heure et pas plus. Et donc c'était également une aventure fantastique. Alors l'endomicroscopie, c'est une entreprise française qui est à Paris, malgré son nom. Elle s'appelle Monakea Technologies. Et cette entreprise, elle a inventé en fait un système dans lequel on insère dans le canal opérateur d'un endoscope une fibre optique. Et lorsque la fibre optique est au contact des tissus, on obtient, avec une fréquence de 12 images par seconde, des images d'une résolution environ du micron. Donc on voit l'architecture des tissus. Et on peut faire ce qu'on appelle une biopsie optique. Alors ça, c'est absolument fabuleux. La réalité rejoint la fiction du voyage fantastique parce qu'on voit la vie des cellules. Alors quand on est dans les poumons, on voit les alvéoles par exemple, et le mouvement est lié à la respiration du patient, exactement comme dans le film Le Voyage fantastique.
Et puis là, en haut au milieu, vous avez un kyste du pancréas, un kyste bénin, dans lequel on voit la microcirculation. Et on voit ici les globules rouges qui se déplacent dans des capillaires qui sont à peine plus gros qu'eux. Alors, bien sûr, la première application, c'est dans le domaine de l'oncologie parce qu'on peut identifier en fait la progression du cancer. Donc ici, c'est dans l'œsophage. Et on voit le type de vidéo qu'on acquiert selon qu'on est sur des tissus normaux, en présence d'une métaplasie, d'une dysplasie ou d'un cancer avancé. Alors, la difficulté quand on introduit des nouvelles images dans la communauté médicale, c'est que le gastro-entérologue, par exemple, il n'est pas habitué à ce genre d'image. Et donc, ce qu'on a développé, par exemple, avec cette entreprise, eh bien, c'est ce qu'on appelle un atlas intelligent, c'est-à-dire un ensemble de logiciels qui permettent, lorsqu'une nouvelle image est acquise, à la demande du gastro-entérologue, de faire ressortir automatiquement les images d'une grande base de données précédemment annotées par des experts, de faire ressortir donc les images les plus similaires. Donc comme ça, lorsqu'on a une nouvelle image, on voit les images qui se ressemblent le plus dans la base de données et on a le diagnostic qui était associé à ces images. Et donc c'est quelque chose qui peut aider à poser le diagnostic. On voit ici un autre exemple. C'est un peu comme si on ouvrait automatiquement un immense livre d'atlas anatomique directement aux bonnes pages avec les bons commentaires. Alors d'un point de vue algorithmique, ce qu'il faut faire, c'est indexer les images avec des attributs, une signature, si vous voulez, numérique, qui soit indépendante d'un certain nombre de transformations de l'image. Et donc, on applique à l'image des algorithmes qui extraient localement, dans chaque région de l'image, des signatures qui ne dépendent pas, par exemple, de l'orientation de l'image, qui varient peu s'il y a un léger facteur d'échelle dans l'image, qui ne varie pas du tout s'il y a une transformation affine de l'intensité lumineuse, par exemple. Et ensuite, tous ces attributs, eh bien, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle des mots visuels, dont on calcule l'histogramme. Donc on a un histogramme, c'est-à-dire la distribution statistique de ces mots visuels. Et ça caractérise très très bien les images. C'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle image arrive, on va comparer les histogrammes de mots visuels. Et les images qui ont les histogrammes de mots visuels les plus proches sont vraiment très similaires visuellement. Alors ça permet donc de calculer une distance entre images qui est liée à leur dissimilarité. Et dès qu'on a une distance entre images, on peut faire des choses très amusantes. On peut projeter les images dans des espaces de petites dimensions. Par exemple ici en dimension 2, on appelle ça une variété des images. Eh bien, les images se regroupent en fonction de leur ressemblance. Les images sont proches, sont similaires. Les images qui sont dissimilaires sont éloignées. Et là, on a mis un petit point de couleur en fonction du diagnostic qui était porté sur les images. Donc là, c'est pour des polypes du côlon. Donc quand il y a un point bleu, c'est des polypes bénins. Quand il y a un point rouge, c'est des polypes malins. Et on peut faire apparaître comme ça des structures dans la base de données des images. Et on peut voir qu'il y a des régions, par exemple, où il n'y a que des polypes bénins et des régions où il n'y a que des polypes malins. Donc là, c'est des régions où le diagnostic sera relativement aisé. Et puis, il y a des régions où il y a un mélange des deux. Et c'est généralement les régions dans lesquelles le diagnostic est difficile à poser. Alors, on peut faire ça avec des images de dimension 3. On le fait actuellement pour des images justement en neuroimagerie. On peut le faire, et c'est un projet de recherche actuel, pour des images cardiaques en 4 dimensions. Et dans ce cas-là, on veut donner des propriétés non seulement liées à l'apparence du cœur dans les images, mais également sa forme, son mouvement, voir son évolution au cours du temps. Et comme ça, lorsqu'un nouveau patient est analysé, eh bien, son image va venir se placer dans la base de données au voisinage du cœur de patients précédemment interprétés. Et on va pouvoir utiliser l'information des patients voisins
pour guider le diagnostic, le pronostic et même la thérapie. Alors ça, c'est pas de la science-fiction parce que, par exemple, actuellement, il y a des bases de données d'images gigantesques qui sont en train d'être construites dans le monde, et notamment, par exemple, au Royaume-Uni, où on a commencé à acquérir pour 100 000 participants des images de l'ensemble du corps. Les participants reviennent régulièrement, certains reviennent tous les mois, d'autres seulement toutes les années. Et ces bases de données vont être enrichies avec des commentaires cliniques, diagnostiques, et pourront être exploitées donc par ce genre d'atlas intelligent. Alors j'en profite pour faire un peu de pub. On propose actuellement 2 thèses sur ces sujets. Alors c'est à Sophia Antipolis, près de Nice, sur la Côte d'Azur. Donc une région difficile, où il est très difficile de travailler dur pour une thèse. Mais les sujets sont en ligne sur notre site web et n'hésitez pas, je serai là pendant le break tout à l'heure à me demander plus de détails si vous êtes intéressé. Une des thèses se fera en collaboration avec Microsoft Recherche, parce que l'INRIA a un centre commun avec Microsoft Recherche, et l'autre thèse se fera en collaboration avec l'entreprise Monakea Technologies que j'ai mentionné précédemment. Alors les 2 derniers exemples que je voudrais vous présenter au cours des 10 prochaines minutes, c'est on passe une étape, on passe de l'anatomie computationnelle à la physiologie computationnelle. Donc on va rajouter aux propriétés, disons, structurelles du corps humain les propriétés fonctionnelles. Et donc les algorithmes vont être un petit peu plus, vont s'appuyer sur des modèles un peu plus complexes. Alors le premier exemple concerne les tumeurs cérébrales, des tumeurs qu'on peut révéler avec l'imagerie par résonance magnétique. Et ici, le modèle computationnel, on l'utilise pour mieux quantifier l'évolution passée de la tumeur et mieux extrapoler l'infiltration présente et mieux prédire l'évolution future. Alors, il y a des modèles de complexité variable pour décrire l'évolution de la tumeur. Les modèles les plus simples, ce sont des modèles qui s'appuient sur des équations différentielles qu'on appelle des équations de réaction-diffusion, dans lesquelles il y a 2 termes. U, c'est la densité de cellules tumorales dans un élément de volume. Et le premier terme, c'est un terme qui va décrire, c'est l'équation de la chaleur en fait, donc c'est un terme de diffusion qui va décrire l'évolution, l'infiltration des cellules tumorales dans les tissus voisins et qui va être anisotrope. Elle va prendre en compte la direction des fibres de matière blanche qui est révélée par l'IRM de diffusion. Donc c'est une information dont on dispose sur le patient. Et puis le deuxième terme, c'est un terme de prolifération cellulaire. Et ça, c'est une équation classique, très connue en économie, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'équation logistique, qui démarre de façon exponentielle jusqu'à atteindre une asymptote, le nombre maximum de cellules tumorales qu'on peut avoir dans un élément de volume. Alors ce modèle peut être couplé avec un modèle biomécanique pour prendre en compte l'augmentation locale du nombre de cellules qui va déformer le cerveau. Alors, il peut y avoir des modèles plus complexes qui, toujours avec des équations de réaction-diffusion, prennent en compte plusieurs types de cellules tumorales, par exemple proliférantes, quiescentes, nécrosées, et puis également des transitions statistiques entre ces populations de cellules. Une cellule proliférante peut devenir quiescente, une cellule quiescente peut devenir nécrotique. Et cela en fonction de la vascularisation locale qu'on peut mesurer avec de l'imagerie de perfusion. Donc s'il n'y a pas assez de nutriments, par exemple, les cellules deviennent quiescentes puis nécrosées. Et puis si elles sont quiescentes et qu'il y a à nouveau, par exemple, la néoangiogénèse qui amène des nutriments, eh bien, ça va redevenir des cellules proliférantes. Alors, ces modèles, l'intérêt, c'est qu'ils permettent, à partir d'images acquises dans le passé, par exemple à T0 et T0 plus 7 mois, si le présent c'est T0 plus 7 mois, de prédire le futur et de prédire l'évolution. Donc, on va identifier les paramètres du modèle
à partir des 2 acquisitions précédentes et on va prédire ce qui se passe, par exemple, à T0 plus 13 mois. Ils permettent également, sous certaines conditions, de prédire l'infiltration invisible, c'est-à-dire que dans l'imagerie IRM, eh bien, on va pouvoir visualiser la tumeur lorsque le nombre de cellules tumorales est suffisamment élevé. Mais on sait bien qu'il y a une infiltration au-delà de la frontière visible. Et donc le modèle ici permet de prédire au-delà de la frontière visible en prenant en compte justement cette évolution anisotrope de la diffusion et prenant en compte donc l'IRM de diffusion. Alors on est en train par exemple d'exploiter ça dans des modèles de radiothérapie donc là c'est en collaboration avec l'école de médecine de Harvard. Au lieu de faire un planning de radiothérapie où on a une marge de sécurité constante autour de la frontière visible, de 2 cm, eh bien on va prendre en compte l'infiltration prédite par le modèle pour faire une extension de la radiothérapie beaucoup plus personnalisée en fonction donc, de ce que prédit le modèle. Alors bien sûr ces modèles physiologiques en oncologie, ils ne sont pas limités aux tumeurs cérébrales. Je vous montre juste un exemple dans le domaine de la chirurgie hépatique, où ici, pour de la thermoablation de tumeurs dans le foie, donc c'est de la radiologie interventionnelle, eh bien, on va venir chauffer les tissus et on a besoin de prédire où est-ce qu'il faut placer l'aiguille et pendant combien de temps pour bien tuer toutes les cellules tumorales et préserver au maximum les tissus sains. Alors on peut avoir un modèle biophysique qui va décrire à partir du réseau vasculaire qui est propre à chaque patient qu'on a mesuré avec de l'imagerie, qui va utiliser un modèle de flux sanguin, de transport thermique, de mort cellulaire pour simuler exactement l'effet de cette thermoablation et donc permettre d'optimiser tous les paramètres de l'intervention. Donc là, on voit, c'est à Strasbourg, au bloc opératoire, la possibilité d'utiliser ici une tablette pour justement mettre en correspondance ce qui a été simulé avec la réalité de l'intervention. Et on voit qu'on peut passer d'outils de réalité augmentée qui étaient purement géométriques jusqu'à maintenant à des outils de réalité augmentée qui deviennent plus physiologiques, anatomiques et physiologiques. Alors le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est dans le domaine de la cardiologie. Et dans le domaine de la cardiologie, eh bien, on s'intéresse bien sûr aux maladies cardiovasculaires et on cherche à intégrer toutes les informations dont dispose le médecin. Alors, il y a 4 étapes principales pour construire un modèle numérique du cœur. Une première étape qui est géométrique. On construit la structure, par exemple, des ventricules, la direction des fibres cardiaques également qui joue un rôle très important, qu'on peut mesurer avec de l'IRM de diffusion. Une deuxième étape où on intègre les propriétés électriques, l'électrophysiologie. Une troisième étape où on introduit les propriétés mécaniques, la contraction des fibres, la mécanique des fluides. Et puis, bien sûr, chacune de ces étapes doit être personnalisée pour que le modèle numérique du cœur reproduise exactement ce qu'on mesure dans les images et avec les signaux d'électrophysiologie. Alors, l'électrophysiologie personnalisée, eh bien, on utilise là encore des équations différentielles, par exemple, qui vont décrire l'évolution du potentiel d'action cardiaque dans un élément de volume. Et on va mesurer l'évolution de ce potentiel, on va simuler l'évolution de ce potentiel d'action au cours du temps. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un cœur personnalisé d'une patiente qui a des cicatrices cardiaques, vous les voyez peut-être en noir, qui introduisent des courants de réentrée qui peuvent créer une tachycardie ventriculaire, voire même une fibrillation cardiaque. Et donc ici, le rôle de la cardiologie interventionnelle, ça va être de faire de l'ablation
exactement comme pour les tumeurs du foie, on va venir avec un cathéter détruire des tissus, boucher en fait des circuits, empêcher ces circuits de réentrée d'apparaître. Donc là, le rôle du modèle computationnel, c'est de guider le cardiologue interventionnel, de lui fournir des cibles privilégiées pour l'ablation radiofréquence. Alors si on coupe le modèle géométrique et électrique avec un modèle mécanique, on reproduit le mouvement du cœur au passage de l'onde électrique. Et là encore, donc c'est un système d'équation différentielle qui est au-dessus du système d'équation différentielle précédent et qui va modifier, en fait, qui va créer des forces de contraction le long des fibres cardiaques au passage de l'onde électrique. Donc là, le modèle, il est suffisamment réaliste pour reproduire, par exemple, le mouvement de contraction des fibres qui entraîne, vous savez, le mouvement de torsion du cœur et donc créer ce mouvement réaliste. Alors, lorsqu'on a personnalisé les paramètres du modèle mécanique, électrique et géométrique, eh bien, on a un modèle personnalisé du cœur du patient. Alors là, c'est un peu pour le gadget, on peut le visualiser en 3 dimensions avec des outils de réalité virtuelle. On peut vraiment s'immerger autour du cœur du patient. Ici, on a Maxime Sermezan de notre équipe et puis Pierre Jaïs, Hubert Cochet, pardon, de l'IHU de Bordeaux. Mais ce qui est plus utile, en fait, c'est la quantification. C'est-à-dire, on peut utiliser les paramètres des modèles cardiaques personnalisés pour donner des informations sur la contractilité locale du cœur, des paramètres sur le taux de relaxation, le taux de contraction, et détecter et mesurer, par exemple, l'efficacité ou l'évolution entre deux acquisitions. Est-ce que le traitement a été efficace ou est-ce qu'au contraire, il faut appliquer un autre traitement? Un autre intérêt du modèle, c'est de prédire l'effet d'une thérapie. Alors là, on a par exemple une personne qui souffre d'une asynchronie des 2 ventricules suite à un bloc de branche gauche. Donc on a le ventricule droit qui se contracte avant le ventricule gauche et qui réduit du coup l'efficacité fonctionnelle du cœur. Alors on peut, une fois que le modèle est personnalisé, simuler le rôle d'un stimulateur cardiaque biventriculaire. On va placer une sonde d'excitation dans chacun des ventricules. On va régler les paramètres pour optimiser la resynchronisation ventriculaire. Et là, c'est des expériences qui ont été menées avec le King's College à Londres, où on a pu mesurer que ce qui était prédit, c'est une des courbes en couleur bleue, eh bien, correspond bien à ce qui est mesuré à la fois avant l'implantation et après l'implantation du pacemaker. Donc dans ce cas-là, on voit que c'est une patiente qui va répondre très bien au traitement. Et donc, ça vaut le coup d'implanter un pacemaker biventriculaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être au courant, mais 30% de ces interventions sont effectuées sans bénéfice pour le patient. C'est-à-dire c'est une opération qui est quand même coûteuse et qui est malheureusement inutile quasiment 1 fois sur 3. Et on ne sait pas très bien pourquoi. On ne sait pas très bien si c'est parce qu'on n'a pas optimisé comme il fallait les paramètres du pacemaker, notamment la position de l'implantation des sondes, ou si c'est parce que ce patient ne peut pas répondre au traitement. Et donc on espère qu'avec la simulation de la stimulation, on pourra améliorer les choses. Alors il reste bien sûr des défis pour que ce genre d'outil soit utilisé en clinique. Notamment les mesures qui étaient utilisées pour personnaliser sont encore très invasives. On mesure la pression à l'intérieur des ventricules, on mesure également l'électrophysiologie à l'intérieur des ventricules avec des cathéters. Mais dans le futur, on pourra faire ça de façon non invasive avec la veste d'électrode. Il faut bien prendre en compte aussi le métabolisme cardiaque, avoir une bonne information du réseau des coronaires par exemple. Et ça, c'est des choses aussi qui sont en train d'apparaître. Je vais montrer un exemple tout de suite. Mieux modéliser l'interaction fluide-structure. C'est des problèmes encore très difficiles en mécanique des fluides computationnels. Mais il y a déjà des modèles complets
du cœur, par exemple développé par Siemens, qui intègre toutes les informations mécaniques, hémodynamiques, électrophysiologiques. Et puis peut-être mesurer aussi à un niveau microscopique l'orientation des fibres et notamment la désorganisation des fibres lorsqu'il y a une ischémie cardiaque, par exemple. Et ça, c'est des images acquises avec le système de Mauna Kea Technologies sur le cœur d'une souris transgénique. Elle est fluorescente et on voit les fibres cardiaques in vivo à l'intérieur des ventricules avec une résolution de l'ordre du micron. Alors il y a quand même des choses qui apparaissent déjà de façon opérationnelle. Et c'est par exemple, ici, j'ai pris des images d'une entreprise, une start-up de Stanford, qui a développé un modèle computationnel qui utilise en entrée uniquement les images scanners du cœur et des coronaires pour prédire avec beaucoup de précision la perte de charge, la diminution de la pression le long des coronaires lorsqu'il y a un rétrécissement, lorsqu'il y a une sténose. Et donc cet outil permet d'éviter la mesure invasive qui normalement est réalisée avec l'insertion d'un cathéter dans les coronaires. Et quand on sait que il y a un risque pour le patient non négligeable d'insérer bien sûr un cathéter dans les coronaires, on peut faire ici une mesure purement virtuelle, une prédiction purement virtuelle sur un modèle anatomique acquis par le scanner. Et donc c'est un progrès extraordinaire. Donc cette start-up vient d'avoir le FDA approval et a levé plusieurs centaines de millions de dollars pour faire un produit utilisé sur le marché. Donc ça montre aussi l'ampleur en fait des capitaux qu'il faut lever pour passer d'un modèle virtuel à un modèle vraiment utilisé dans le corps humain. Alors, est-ce qu'on peut faire plus de choses avec un modèle biophysique ? Alors cette blague, elle marche qu'en France. Je l'ai essayé à l'étranger, ils n'ont pas la même pub sur Nespresso, c'est pas le même acteur. Alors ça, c'est la dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'avec un modèle biophysique, on peut en fait inverser les choses. C'est-à-dire, on peut utiliser le modèle d'organes pour simuler des images. C'est-à-dire, en fait, on peut utiliser le modèle cardiaque, par exemple, pour simuler des images cardiaques. Et quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien, c'est de faire ensuite ce qu'on appelle de l'apprentissage statistique. Les images qu'on simule, on a beaucoup d'informations dessus, puisqu'on les a simulées avec un modèle biophysique dont on connaît tous les paramètres. Et donc, on peut ensuite faire de l'apprentissage. Vous avez peut-être entendu parler du deep learning, par exemple, et dans lequel il faut de très grandes bases de données d'images avec une information réaliste. Alors là, je vous montre juste un exemple. Ça, c'est 2 séquences d'IRM cardiaque. Il y en a une sur un vrai patient et une autre qui est simulée sur un patient virtuel. Et donc, on voit pas, c'est très difficile de détecter la différence entre les deux. Ça, c'est la vraie séquence d'image IRM. Et ça, c'est une séquence simulée. On s'est appuyé sur la première séquence, mais le cœur suit exactement le mouvement prédit par un modèle électromécanique du cœur dont on peut faire varier les paramètres à loisir. On peut créer un infarct, on peut créer une dysynchronie cardiaque, etc. Et donc ça permet par exemple de générer des milliers d'images synthétiques et d'apprendre automatiquement avec un algorithme d'apprentissage, par exemple des paramètres électriques à partir de l'image. Ici, on a appris les temps de dépolarisation cardiaque directement à partir des images simulées. Et une fois que l'algorithme est entraîné sur des images réelles, eh bien, il faut transférer cet apprentissage à des images, sur des images synthétiques, pardon. Il faut transférer ça à des images réelles. Et c'est une dernière étape qui est faisable. On peut le faire sur des images de tumeurs. Ici, on a simulé des milliers d'images de tumeurs et on a appris avec des algorithmes d'apprentissage automatique à prédire la densité de cellules tumorales sur les images virtuelles, puis sur les images réelles. Et l'avantage, c'est qu'il suffit d'une petite base de données réelle et on peut faire bien sûr une très grande base de données d'images virtuelles. Alors ça, c'est exactement ce qu'a fait Microsoft pour mettre au point votre console de jeu Kinect. Ils ont utilisé un modèle d'humanoïde et ils ont créé des millions d'images correspondant à des positions diverses de cet humanoïde.
et ils ont appris quels étaient les meilleurs paramètres pour détecter la position de l'humanoïde. Et ensuite, ça a marché dans notre salon pour n'importe quel personnage. Et c'est ce qu'on utilise, par exemple, dans une start-up de notre équipe pour manipuler les images au bloc sans contact, directement en observant les gestes du radiologue interventionnel. Et alors le dernier exemple, ça c'est Microsoft avec des collaborateurs qui utilisent un système Kinect pour quantifier la progression de la sclérose en plaques. Et on voit ici, donc c'est un certain nombre de mouvements clés qu'il faut faire en face du système. On voit à gauche, on a un patient et à droite un contrôle. Et on peut quantifier de façon précise les mouvements et surtout voir l'évolution de ces mouvements au cours du temps. Voilà, donc je vais conclure sur ce patient numérique. C'est le mariage donc, de l'informatique et de la médecine pour accompagner ce changement de paradigme en médecine, qui est le passage d'une médecine qui est plutôt normalisée et réactive à une médecine qui est de plus en plus personnalisée, prédictive et préventive. Ce sont les 3 P. Et bien sûr, pour mieux soigner le patient. Et donc, je vais remercier bien sûr tous les collaborateurs et partenaires. J'ai montré beaucoup de résultats acquis avec eux, aussi bien académiques, cliniques qu'industriels. Et si vous êtes intéressé par ce domaine, donc n'hésitez pas à venir me voir au break pour parler de sujets de thèse. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site du Collège de France, parce qu'il y a effectivement mes interventions, mais il y a aussi beaucoup d'interventions d'autres personnes, des médecins et des ingénieurs, et qui sont disponibles avec les vidéos. Merci pour votre attention. J'ai un peu débordé. Désolé. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Bon, Marc en a une. C'est plus une remarque en fait. C'est vrai que je connaissais pas du tout, c'était vraiment passionnant, je connaissais pas du tout ce genre de données. Et je pense qu'en effet, ça va faire complètement un changement de paradigme. Par exemple, là, actuellement, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, on fait des échographies qui sont pas du tout reproductibles, c'est vraiment une catastrophe. Donc on est souvent obligé d'aller faire des cathétérismes cardiaques droits, c'est quelque chose d'invasif où il y a des risques cardiaques et d'hémorragie. Et je pense que dans quelques années, on fera une IRM et dans 10-20 ans, on se dira mais c'était fou quoi, il mettait un cathéter dans le cœur. Enfin, c'est vraiment un changement de paradigme. Absolument, absolument. Et je pense que les gens qui font de la simulation en médecine, ils disent l'objectif c'est plus jamais la première fois sur le patient. C'est-à-dire essayer de toujours tester d'abord sur des modèles numériques les plus proches possibles de la réalité. Pour minimiser au maximum les risques. Alors, on travaille avec le CHU de Nice, avec Pamela Noceri sur l'insuffisance cardiaque pulmonaire, et justement pour développer ces outils dans ce cadre. Je pense que ça a de l'avenir dans ce cadre. En tout cas. Là-bas, il y a une question. Ouais. Moi, je me demandais par rapport parce que les problématiques qu'on a vues, qu'on nous avait montrées, c'est des problématiques que finalement on a dans plein de domaines. Enfin, qu'il faille compter des globules rouges ou compter des vaisseaux dans des coupes de microscope. Et je me demandais quels étaient les outils qui étaient les plus universels qui pouvaient être utilisés en pratique courante dans les labos, dans les choses comme ça. Oui, alors c'est une bonne question. Il y a une chose qui est assez rigolote avec l'informatique, c'est que c'est assez transversal. C'est-à-dire que des outils qu'on développe, par exemple pour le cerveau, ils peuvent servir aussi pour le cœur, ils peuvent servir pour le foie. Alors, l'outil de recalage d'image, par exemple, c'est un logiciel, j'ai parlé du logiciel des démons, par exemple. C'est un logiciel qui est en libre service sur notre site.
et qui peut être téléchargé par des équipes qui font des choses très différentes. Donc voilà, l'exemple du recalage d'images, c'est quelque chose qui est assez universel. Il y a bien sûr des outils aussi de segmentation d'images, extraire les régions d'intérêt. Et puis après, des modèles par exemple d'équations aux dérivées partielles, des équations de réaction-diffusion, on trouve des équations similaires pour la propagation des tumeurs cérébrales ou bien pour la propagation de l'électrophysiologie sur un muscle ou même dans les neurones. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont assez transverses finalement à travers les disciplines ou les problèmes médicaux. Et du coup, deuxième question, est-ce que l'utilisation de ces outils-là, elle a pour vocation d'être utilisée par des professionnels? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de maths, de physique, mais est-ce que ça a vocation à être utilisé par des professionnels ou est-ce qu'il suffit de se former de façon empirique sur un logiciel ou des choses comme ça C'est une bonne question, ça. Je pense qu'à terme, les outils, il faut qu'ils soient d'une utilisation extrêmement simple. Enfin, je pense que quand on appuie sur le frein de sa voiture, on ne veut pas connaître l'algorithme de l'ABS. On veut juste que ça marche quand on appuie dessus. Je pense qu'il faut que ce soit exactement la même chose pour ces outils. Par contre, si on veut faire de la recherche, je pense que c'est un plus énorme de comprendre ce qu'il y a derrière ces algorithmes, derrière ces modèles, et pour justement les améliorer, en développer de nouveaux, etc. Et c'est pas évident d'avoir des outils qui soient juste presse-bouton. Bonjour. Oui. Moi, je fais mon master actuellement dans le domaine exactement que vous avez présenté. Ah, très bien. Et oui, ça m'intéresse venir à beaucoup. Sofia. Et je me demandais, est-ce que vous travaillez actuellement avec des médecins? Et Ouais. si oui, à peu près quel genre de spécialité est-ce qu'ils font? Ou est-ce que vous voyez, par exemple, quelqu'un avec mon type de profil? Non, mais je veux dire, pas moi, un exemple Bien plus sûr, tard. bien Moi, sûr. c'est pas pour tout de suite. Mais je veux dire, quelqu'un en double cursus qui fait un master dans votre domaine ou une thèse ou je sais pas, Oui. quel type d'emploi est-ce que vous lui verrez dans une équipe de recherche comme Derrière. tard. Effectivement, c'est une très bonne remarque. À l'INRIA, par exemple, il y a des postes qui sont ouverts chaque année et où on a de plus en plus, on privilégie les personnes qui ont des cursus larges, en fait. Parce que c'est ce que je disais au début, on sait bien que l'innovation, elle naît souvent aux interfaces. Donc quelqu'un qui a un cursus, un double cursus, c'est mieux qu'un simple cursus. Alors est-ce qu'il y a des triples cursus dans la salle? Ça, c'est encore mieux que le double cursus. Je peux vous demander à quel endroit vous faites votre... J'ai fait le premier master. semestre à Strasbourg, c'est à Télécom Physique, D'accord, ouais. master IRIV, IRMC. Et ensuite, là maintenant, je suis en train de faire mon stage de M2 à l'ETH de Zurich. À l'ETH de Zurich. Ouais. Très bien. Oui. Oui, moi j'avais une question sur les images d'atlas virtuels que vous montrez, Oui. avec du coup des images que vous arrivez bien à différencier de manière algorithmique, mais beaucoup qui sont confondues, Oui. donc que vous n'arrivez pas à distinguer. Donc vous avez juste dit très vite que vous allez passer sur des approches 3D, et donc vous pensez que la 3D va suffire à les distinguer, ou au final ça vous montre vraiment que l'imagerie qu'on fait actuellement, elle est vraiment insuffisante? Oui, en fait, j'ai peut-être un peu mélangé deux choses. C'est-à-dire que j'ai montré que si on projetait la variété des images, parce que ces signatures numériques des images, elles sont en 100 dimensions. Il y a 100 mots visuels, il y a un histogramme de 100 mots visuels, donc les images, elles sont représentées dans un espace en dimension 100. Mais on a un peu de mal à visualiser comment se répartissent les images dans un espace dimension 100. Alors, on projette dans la variété la plus petite possible, et on projette en dimension 2. Et là, malheureusement, on voit qu'on ne peut pas séparer complètement, par exemple, les polypes bénins des polypes malins. Mais il suffirait de remonter de quelques dimensions pour qu'elles soient séparées, parce qu'on voit bien qu'on arrive automatiquement à classer ensuite, sans erreur, quasiment les images. Mais par contre, on a une petite mesure de la difficulté qu'il y a à les interpréter, en voyant que dans certains voisinages, il y a un mélange en fait d'images.
Quand j'ai dit ensuite plus de dimensions, c'est que ces mots visuels qui sont appliqués à des images en 2 dimensions, c'est les images microscopiques, on peut aussi le généraliser à des images en 3 dimensions, les images du cerveau par exemple. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, et il y a une thèse très intéressante qui est proposée là-dessus, c'est de le faire sur des images en 4 dimensions. La 4e dimension étant la dimension temporelle, donc le film. Et ça, c'est intéressant pour le cœur, en fait. Parce que le cœur, on veut l'appréhender pas sur des images statiques, on veut l'appréhender sur des images dynamiques. Voilà. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis là. Je suis là, pardon. J'avais juste une question. Bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, l'imagerie numérique actuellement sert énormément pour comprendre la physiologie et donc la physiopathologie qui en découle. Oui. Est-ce que si on se replaçait en amont, on pourrait essayer d'expliquer l'organogénèse à partir de l'imagerie numérique? Bien sûr. On parle d'imprimantes 3D biologiques qui pourraient Bien permettre sûr, de bien reconstituer des sûr. organes. Là, il y a des projets très très intéressants là-dessus et il y a pas mal de collègues qui travaillent sur, par exemple, alors embryogénèse, c'est à quelle étape là? Moi, je pensais au développement du cerveau, par exemple. Moi aussi. Voilà, il y a des gens qui font des IRM déjà in utero. Et donc, on a des images du cerveau dans les tout premiers mois du développement. Et puis ensuite, sur les premières années de la vie, sur les 2 premières années. Voilà, et là, on a ces données. Et puis, il faut des modèles derrière, effectivement, qui vont s'appuyer sur des modèles biologiques et qu'on va essayer de faire coller le mieux possible aux images. Faire une sorte de régression linéaire à partir Exactement. des Linéaire images. ou non linéaire, mais oui. D'accord. Absolument. Merci. Beaucoup de questions. Encore une? Merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. Où êtes-vous Ah, je suis Ah, ici. voilà. Pardon. J'ai 2 questions. Une pratique, c'est quoi les ressources computationnelles qu'il faut pour estimer tous ces paramètres, prédire, faire des images? Est-ce qu'il faut plein de clusters de calcul? Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu la limite, Ouais. l'obstacle un peu à l'application. Bien sûr. Oui, vous avez raison, il faut des ressources computationnelles énormes. Et à l'INRIA, par exemple, on utilise le cluster de plusieurs centaines de machines pour faire, par exemple, la personnalisation des paramètres. Donc on se fait des ennemis parmi les autres utilisateurs du cluster, mais voilà, il faut des gros moyens. Ah, par contre, une fois que le modèle est personnalisé, les choses peuvent aller vite. Par exemple, pour prédire ce que j'ai montré sur l'ablation des tumeurs du foie, par exemple, on arrive à simuler en temps réel. C'est-à-dire on fait une simulation qui est plus courte même que le temps qu'il faut pour quand on fait la vraie thermoablation. Et ma deuxième question, c'est qu'à la fin, vous avez présenté l'approche un peu big data, apprentissage automatique, mais j'ai trouvé que c'était un peu en contradiction avec les présentations un peu déterminées par des hypothèses, les modèles avec des hypothèses a priori, où vous estimez des paramètres selon des équations qui sont définies a priori. Vous pensez que c'est quoi là? J'ai pas très bien compris comment les 2 approches, l'apprentissage automatique directement à partir des images et l'estimation de paramètres pour simuler des données se réconcilier entre elles, et quelle était l'approche la meilleure entre les 2? Alors, déjà, l'intérêt du modèle biophysique, c'est qu'il est génératif, donc il permet de générer des tas de situations et donc des tas d'images. Après, dans la personnalisation, on est souvent confronté à des problèmes qu'on appelle les problèmes d'observabilité, d'identifiabilité, de sensibilité aussi. Et donc l'intérêt de générer des grandes bases de données d'images sur lesquelles on connaît tout, c'est qu'on peut analyser ça, on peut savoir est-ce qu'on peut personnaliser un modèle, est-ce qu'on peut identifier tous ces paramètres, ou est-ce qu'il faut se limiter à un sous-ensemble. Donc c'est ça la partie apprentissage. Et après, une fois qu'on a bien identifié ce qui est identifiable, eh bien on se limite précisément à ça. Et en fait, mes 2 questions sont liées parce que j'imagine qu'avec l'apprentissage profond, par exemple, vous pouvez directement classifier une image beaucoup plus rapidement qu'avec avec l'estimation paramétrique.
Oui, alors l'apprentissage profond, c'est tout nouveau, là, en tout cas pour nous, et on ne sait pas très bien, enfin je crois que personne ne sait très bien comment ça marche, mais il y a tellement de succès spectaculaires avec on est en train de regarder comment l'exploiter. Mais par exemple, on a fait des expériences où on a utilisé des réseaux qui avaient été entraînés sur des chats et des chiens, et où on a juste modifié finalement la dernière couche du réseau de neurones pour remplacer les chats et des chiens par des cœurs, avec des résultats étonnants. Donc je ne peux pas en dire plus là, pour le moment on ne comprend pas. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Merci. Merci beaucoup. Il y aura la pause après, si vous avez d'autres questions. Oui, je répondrai volontiers. Merci. Merci. Alors on va passer maintenant aux présentations orales d'étudiants et on va commencer avec Louis Jacob.